Salut à tous, c'est Bang chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre cheminement sur la méthode Silva avec Lee Pasco et aujourd'hui on va vous parler de ce petit ouvrage qui se nomme Réflexion de José Silva. Alors c'est un livre qui a été écrit en 79, donc il y a quelques années. On voit que sur cette édition-là, il y a une petite dédicace pour Lee, de la part de José. C'est plutôt sympa. C'est un ouvrage que je trouve, qui est très court. On en parlait avec Lee il y a quelques instants. Ah, tiens. Attends, je vais voir. Je vais mettre mieux mon micro parce qu'il s'est décroché. Je pense que le son sera mieux. Hop. Tu m'entends mieux? Oui. J'entendais bien quand même, mais là encore mieux. Oui. Ok, nickel. Donc, c'est un livre qui est disponible sur Kindle. Et ce qu'on disait avec Lee, ce qui est assez chouette, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez obtenir la majeure partie des bouquins sur Kindle ou quand il n'y en a plus, il y a pas mal d'occasions qui tournent. Là, en l'occurrence, celui-ci, vous le trouvez, c'est une 50aine de pages. J'ai regardé encore tout à l'heure, je crois que on l'a à 3-4 euros, quoi. C'est vraiment rien du tout. Ouais, 3 euros. Donc, vous pouvez en anglais, en anglais, ouais, il est en anglais. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez le lire, il est assez sympa. Je reviens dessus. Pourquoi? Parce que, comme il met en avant, c'est une évaluation personnelle par le fondateur de la méthode. Et il revient un petit peu sur le côté un peu religieux qu'il a. Donc, il fait pas mal de croisements avec le christianisme, même le catholicisme, avec Jésus, etc. Mais je pensais plus en lire dans l'ouvrage. En fait, 80% du bouquin, il reste sur les discours qu'on connaît. Il donne des petites des idées sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne un petit peu parce que ça aide tout le monde. Donc, première chose, j'ai surligné un petit peu les phrases que j'ai bien aimées. Alors, en 29, déjà, il avait 15 ans et il avait déjà une petite organisation d'équipe de vente. Ça, je trouve que c'était assez sympa parce que c'est ce qu'il mettait en préface. C'était pendant quand même la Grande Dépression. Lui, il avait quand même son petit business. Donc, c'est là où on voit quand même que c'était quelqu'un qui cherchait des solutions constamment et qui était constamment en train de créer quelque chose. Qu'est-ce que j'ai trouvé assez sympa? Ouais, bon. Ah oui, alors, je le rappelle parce qu'il y en a certains qui ne le savent peut-être pas encore, mais José a travaillé beaucoup sur son temps libre pour être ténor, pour être chanteur. Il chantait, il a même eu, ça c'était dans sa biographie qu'on a, l'occasion de pouvoir avoir potentiellement une scolarité à Milan qu'il a refusé, mais il aurait pu le faire parce qu'il était particulièrement travailleur et doué, donc ça aide plutôt pas mal. On vient beaucoup sur le principe qu'il a étudié beaucoup la psychologie et l'hypnose, qu'il a eu ce moment où il s'est dit je vais tout arrêter et où là justement tout l'aspect religieux a beaucoup joué parce qu'il a eu des coïncidences, alors entre guillemets, parce qu'il revient beaucoup sur cette idée-là, et qu'à ce moment-là, on lui a ramené quelque chose qui avait un lien avec Jésus, et pour lui, c'était un signe de continuer plutôt que d'abandonner. Donc, il a eu pas mal de petites choses comme ça qui sont assez intéressantes. Bon, là, il revient en 44, le début de sa recherche, ça on connaît un petit peu. Alors... Oui, alors, là, on arrive sur les définitions que lui-même donne et que je trouve assez sympa. Donc, la Silva méthode est un système d'entraînement mental qui a été développé scientifiquement pour aider les personnes à avoir une meilleure santé, à être plus productifs, à être des meilleurs résolveurs de problèmes pour la planète et changer sa vie personnelle pour le meilleur. C'est bien ça comme définition très simple de ce qu'est la méthode Silva. On verra un petit peu plus tard, mais c'est assez amusant. Assez amusant. On en avait déjà parlé avec Lee, c'est quasiment à la fin. À un moment, il dit
faites attention, il y a beaucoup de personnes qui volent la méthode Silva. Donc là, on est en 79. Je pense qu'il était dans la période où il y a eu pas mal de contrefaçons, entre guillemets. Et il disait, faites attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, qui vont vous proposer des programmes, mais qui ne sont pas vraiment le programme qu'on a designé. Donc, beware of imitators. Donc, c'est ce qu'il disait. Faites attention, posez les bonnes questions. Et il expliquait notamment que à l'époque, il y a beaucoup de personnes qui pourraient tout simplement se former à la méthode, devenir instructeur. C'est absolument pas un problème. Il le dit dans le bouquin. Hein, tout le monde peut le devenir. Mais en fait, ce qu'ils ne veulent pas, c'est payer les copyrights et dès lors, payer tout le. On vous l'avait expliqué avec Lee, vous savez, un instructeur va payer une partie au directeur. Le directeur va redonner une partie à Silva International et en fait, auquel la marge, elle diminue un peu. Mais factuellement, on fonctionne avec un système qui est déjà posé, connu. Donc, on peut se dire que c'est le frais marketing, etc. D'ailleurs, ce qu'il dit, l'argent, il sert notamment à faire connaître la méthode. Alors, c'est amusant, il dit l'argent sert aussi beaucoup pour les avocats pour vérifier que des gens n'enfreignent pas trop les lois. Il le met dedans. J'ai trouvé que c'était assez amusant. Mais ce qu'il disait, c'était vraiment l'idée pour faire attention, pour pouvoir proposer des nouvelles choses, pour continuer à payer les personnes qui sont là de façon générale. Mais tu sens qu'à l'époque, il devait être très, très blessé du fait qu'on commence à piquer son boulot, etc. Tu avais eu, toi, connaissance de personnes qui ont volé ce travail-là, toi, en France, par exemple, ou en Angleterre, ou dans les pays anglo-saxons, tu as connu des personnes qui faisaient l'équivalent? Oui, presque depuis qu'il a commencé. Et il avait formé ses premiers instructeurs qui sont restés fidèles. Il y avait Nelda Sheets, l'artiste, il y avait Harry McKnight, il y avait George Dessau. Ils sont tous restés fidèles, mais très, très rapidement, il y avait des gens qui ne voulaient plus payer des royalties. Et un de ça, c'était, alors son nom m'échappe pour le moment, mais il a fondé un système qui s'appelait EST, E-S-T, et qui après est devenu Forum, qui a eu en fait pas mal de célébrités. Et c'était presque identique à la méthode Silva, sauf beaucoup plus. Il y avait des obligations dans le cours. Une fois que le cours commençait, on fermait les portes à clé et on n'avait pas le droit de sortir, même pour aller aux toilettes. Alors, c'était vraiment très, très strict. Mais il y avait beaucoup de gens qui ont aimé justement cette attitude stricte, secret, etc. Et voilà. OK, donc ça, c'était le tout premier. Et là, ça lui a vraiment fait concurrence. Mais depuis là, beaucoup. Et en fait, moi-même, quand j'ai commencé à enseigner en France, on m'a déjà prévenu, écoute, il y a celui-là qui a déjà fait quelque chose de pareil qui s'appelait Alpha Method. Il y avait quelqu'un d'autre. Il y avait même Godefroy, en fait, que quand il y avait personne qui l'a enseigné, a enseigné un petit peu. Christian Godefroy, ouais. Mais au moins, il a dit c'est la méthode Silva, mais il n'avait pas le droit de l'enseigner. Mais ça, c'est un tout petit peu entre instructeurs, quoi. Et moi, la première instructrice que j'ai formée, en fait, je lui ai donné toute sa formation gratuite. Il n'y avait pas un LDS à l'époque. Et elle était hyper enthousiaste. Elle disait qu'elle avait eu un rêve où José Silva lui a choisi de lui représenter en France et tout ça. Et puis, après un an, elle a désisté en disant, je ne veux plus payer les royalties, je vais enseigner mon propre cours. Et elle a changé les titres des techniques et c'était tout. Alors, moi, j'étais dévastée parce que je ne croyais pas que quelqu'un pourrait faire comme ça. Donc, je comprends un tout petit peu ce que José a dû vivre. Et je ne savais pas comment on pourrait faire quelque chose comme ça en disant justement qu'on admirait le cours, etc. On dit que l'imitation, c'est la meilleure forme de flatterie. Exactement, ouais, tout à fait. Si ça a été copié des milliers de fois, c'est parce que c'est une très bonne méthode. Oui, mais tu vois, là, je trouve quand même que c'est un peu abusé parce que autant
tu vois, pour voir pas mal de personnes dans le milieu du développement personnel ou d'hypnose, où tu vois quand même que tu dois payer des prix hyper importants. Là, factuellement, c'est un pourcentage sur chaque étudiant, je crois, qu'à l'instructeur. C'est quand même quoi? Factuellement, c'est pas énorme en termes de frais. Je trouve pas que ce soit exagéré. Tu vois, autant il y a des méthodes où tu dis waouh, tu donnes quand même un paquet. Là, globalement, tu dis bon, vu le boulot qui a été fait en amont. Mais qui va venir pour la méthode Lipasco? Personne. Oui, c'est ça. C'est sûr. Exactement. Exactement. On achète le nom, on achète le fait que ça a une réputation mondiale, on achète le fait qu'une fois qu'on a fait le cours, on est diplômé Silva, on peut le faire n'importe où dans le monde. Alors, les imitateurs ne peuvent pas offrir ça. Et bien sûr, il y a des dizaines de livres qui parlent de la méthode Silva, pas la méthode copiée. Quoi. Donc, ouais, bien sûr. Moi, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Ouais, non, mais ouais, moi aussi. Quoi, tu vois, c'est pas quelque chose que je trouve bloquant. Mais bon, après, ouais, tu sais, l'attrait du business est toujours intéressant. Et puis, il y a parfois aussi, je pense, tu sais, indirectement, l'envie de tuer le père, de se dire au bout d'un moment, je crée mon propre truc. Et vu qu'il y a plein de choses que j'aime bien, on se dit influencer, mais on reprend une grosse partie de la méthode, plus ou moins volontairement, mais histoire de dire, bon, c'est moi qui ai créé quelque chose, où j'ai mis ma patte, etc., etc. Et on revient à ce qu'on disait la semaine dernière. Là, on ne parle pas pour les instructeurs, mais on parle pour tout le monde. Oui, tout le monde va créer sa propre méthode au travers de la méthode Silva, mais dans la notion d'instructeur, et c'est ce qu'on vous a pendant des semaines décrit, c'est que c'est réfléchi d'une certaine façon pour que l'organisation du cours soit mise d'une certaine façon afin d'optimiser la capacité d'apprentissage du partenaire. D'ailleurs, il en parle pas mal dans l'ouvrage, à dire, en gros, la méthode Silva, c'est vous permettre d'arriver à 10 cycles par minute, optimiser en gros en alpha et vous permettre d'apprendre à maîtriser cette capacité que vous avez et d'apprendre les cours. Bon, si on revient à la semaine dernière, entre alpha et theta et être capable après d'utiliser, d'être dynamique dans le fonctionnement de la méthode. Mais oui, non, c'est vrai que tu sens que ça, bah, tu vois, pour qu'il en parle sur un chapitre, c'est que tu sens que sur 45 pages, c'est que tu sens que ça, le 79, ça a dû le titiller pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'il a mis de Sandrine? Ouais, d'accord. Un élément, donc là, c'est des morceaux de phrases que j'ai bien aimé. Une personne qui pense et analyse des problèmes avec des fréquences cérébrales basses est une personne qui reçoit des informations psychiquement. C'est quand il parle un petit peu des sens psychiques, il fait ce lien-là. Il dit, bah voilà, le fait que vous soyez en alpha, ça vous permet d'avoir des informations d'un point de vue psychique, pas forcément psychologique. C'est un peu la différence qu'il fait. We should keep in mind that... Ouais, donc on revient sur un élément qui est très important et avec lui, on l'a beaucoup appuyé dessus. L'objectif de la méthode, c'est résoudre des problèmes. Et pour résoudre des problèmes, il nous faut des informations. D'où tout le principe de clairvoyance. Le clairvoyant, si on le définit simplement, c'est quelqu'un qui est apte à percevoir plus d'infos et d'être apte à exploiter davantage ces informations. Ça serait l'idée. C'est-à-dire que plus vous allez être apte à faire confiance objectivement et subjectivement, cerveau gauche, cerveau droit, en fonction de votre sémantique, consciemment et subconsciemment les choses, plus vous allez être capable de valider les infos et de les recroiser, plus vous allez avoir des intuitions, des capacités à avoir la bonne solution, des capacités de décision, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est toujours important de le rappeler, cette notion de il nous faut de l'information. On est des chercheurs d'information dans la méthode Silva. Quand une personne pense à 20 cycles, oui, ça c'est amusant. Pour lui, en tout cas dans cet ouvrage en 79, il disait quand une personne pense à 20 cycles par seconde, l'influence psychosomatique peut interférer au processus de guérison naturelle du corps. Donc lui, il part du postulat. C'est assez intéressant. Après, est-ce que
faudrait qu'on regarde, mais ça recoupe pas mal de choses qu'on a parfois dans certaines formes d'hypnose, notamment en SDL, état SDL, ou en état Seacort, donc qui est un état un peu différent, ou notamment James Ramy, qui est donc l'élève de Seacort, expliquait en état Seacort, on guérit plus rapidement. Alors, moi, j'ai toujours eu du mal avec ce plus rapidement parce qu'il faudrait qu'on ait la même blessure au même endroit et qu'on soit la même personne pour pouvoir dire qu'on va plus ou moins vite. Mais en gros, c'est sous-entendre que la transe permet à un moment donné, être en alpha, à mieux gérer la guérison du corps. Est-ce que ça, toi, c'est quelque chose que tu as observé? Je dirais déjà que si on demande aux scientifiques à quoi ça sert le sommeil, surtout le sommeil long, on va vous dire c'est uniquement à ce moment-là que le corps est assez détendu et neutre pour pouvoir justement se régénérer, recréer des nouvelles cellules, nettoyer justement les dommages de la journée qui sont toujours causés encore. Alors, si on considère que ça arrive à niveau delta, donc c'est normal que si on est quand même à un niveau qui s'approche de delta, on va être plus proche à un état naturel de guérison, où le corps est libre justement à fonctionner comme il devrait faire. Mais quand on est éveillé, il y a trop d'interférences avec ça, apparemment. Ouais, c'est ça. Allô? Ouais. Donc, on reviendrait à cette notion. Ouais, tu m'entends? Oui. Tu Tu es m'entends? figé un peu, c'est tout, mais je t'entends. M'entends-tu? Ah, pardon. C'est vrai? Alors, attends. Je vais Oui, voir. là, tu es figé. Normalement, il doit saturer. Ouais, peut-être mon PC La sature un photo peu. est figée. Il a peut-être un coup de chaud là. Il prend un coup de soleil sur la tronche. Il n'aime pas trop. Attends. Allez, pour l'instant, tant qu'on s'entend, c'est le plus important. Hop, je suis figé, mais tant que ma voix elle passe. D'accord. J'arrive. Ok, alors. Mesdames et messieurs, nous sommes dans une petite ère de secousse. Ah, là c'est bon. Ouais, nickel. Est-ce que c'est mieux Oui, je te vois bien. Tout déroule parfaitement bien. Il y avait un petit glitch dans le système, là. Pas de souci. Ouais, donc cette notion pour José est assez intéressante. On peut revenir sur peut-être un élément, se dire, après c'est une hypothèse, mais à 10 cycles en alpha, on a moins de stress, moins de tension, plus de capacité potentiellement à refocaliser ou à laisser notre corps se focaliser sur les éléments pour mieux récupérer, être en meilleure santé. When the brain is quand le cerveau fonctionne à 10 cycles, le corps accélère le processus de guérison. Bon, là, on revient sur ce qu'on vient de dire. Ça, j'avais trouvé que c'était sympa. Alors, attends. Hop. Oui, alors ça, c'est voilà, amusant. Oui. Non, j'allais dire, voilà pourquoi si vous avez un problème de santé, 3 fois par jour, 15 minutes parfois, donc plus de temps en alpha, aussi bien que visualiser, bien sûr. Oui, vas-y. Exactement. N'hésitez pas. Hein. Voilà, cette notion, il le dit beaucoup dans le bouquin. D'ailleurs, c'était une question que je me posais. À ton avis, qu'est-ce que ça fait si tu t'imposes continuellement à être en alpha toute la journée? Est-ce que toi, tu as déjà fait l'expérience? Moi, j'ai déjà fait l'expérience, mais selon toi, qu'est-ce que ça apporterait de plus de se dire, en gros, tu sais, si on reprend un peu la sémantique, de maximiser d'être en cerveau droite plutôt qu'en cerveau gauche, faire partie des 10% qui ne sont pas, là en l'occurrence, on ne serait pas en naturel, mais à ton avis, qu'est-ce que ça changerait pour quelqu'un de se dire, tiens, je vais passer mon temps à tenter d'être en alpha, à tenter, hein, parce qu'on sait très bien que nos cycles, ils sont variables, mais à chaque fois que je peux, bam, je fais mes 3 doigts,
je fais ma méthode de 3 à 1. Qu'est-ce qu'à ton avis, ça pourrait apporter de positif? Ou négatif d'ailleurs? Je trouve pas nécessaire parce qu'en fait, nous avons des corps physiques, nous avons des sens physiques, on est supposé vivre, être en activité dans la journée. Et si tu es en alpha, tu ne peux pas être trop en activité extérieure. Déjà, normalement, il faut les yeux fermés. Si les yeux sont ouverts, il faut qu'ils soient défocalisés. Donc, comment tu vas faire? Tu vas lire, écrire, conduire une voiture si tu es en alpha. Donc, alpha, c'est pour penser. Bêta, c'est pour agir physiquement. Donc, je vois pas. Oui, c'est vrai que la plupart de nous, on a besoin d'être plus en alpha chaque jour parce qu'on passe trop de temps en bêta. Mais déjà, selon José, même si on avait un problème physique, 3 fois par jour, 15 minutes, ça suffisait. Et il a même dit, c'était pendant le séminaire, qu'en fait, c'était lui ou un de ses instructeurs qui donnait le LDS, que est-ce que ça sert à quelque chose si on reste plus longtemps que 15 minutes, si on reste par exemple 30 minutes ou 45 minutes, comme on fait en fait dans le cours, mais ça c'est un entraînement. Et il disait en fait, si vous imaginez une flèche d'efficacité, alors 5 minutes est bon, 10 minutes c'est mieux, 15 minutes c'est excellent, mais après ça, les bénéfices commencent à retomber. Donc, il vaut mieux faire plusieurs fois 15 minutes pour avoir le maximum d'efficacité qu'une fois 45 minutes. D'accord? Je suis assez d'accord. Alors moi, tu vois, pour faire énormément d'auto-hypnose, je m'aperçois que moi, mon temps, il est entre 7 et 12 minutes. 15 minutes, c'est un peu trop. Souvent, je m'aperçois que spontanément, j'émerge au bout d'une dizaine de minutes. Tu vois, moi, je mets toujours un timer. Hein. Ça fait des années que je mets toujours des timers. Comme ça permet de voir. Et moi, le un quart d'heure, je pense qu'il y a un truc où je trouve que c'est un tout petit peu trop long pour moi. Mais c'est là où c'est aussi intéressant pour voir pour tout ça chacun. Moi, j'aime bien. Alors, je fais des longues méditations qui peuvent durer 1 heure, mais c'est pas le même. C'est moins dynamique, tu vois. C'est plus. On retrouve plus ce qu'on connaît sur des formes plus passives. Et je trouve qu'en dynamique, moi, une dizaine de minutes, vraiment entre 7 et 12 minutes, je suis en optimum. Alors ça aussi, c'est amusant de voir. Tout à chacun, qu'est-ce qui est optimum pour vous? Est-ce que c'est un quart d'heure? Est-ce que vous le faites avec un son? Est-ce que vous êtes accompagné ou pas? Mais quand vous êtes tout seul, quel est votre optimum? C'est intéressant à trouver comme notion. Les instructeurs en Israël ont proposé 12 minutes et demie. Maximum. Je ne sais pas comment il a trouvé. Moi, j'ai un petit audio qui est simplement une respiration que je mets quelquefois quand je médite et ça dure 13 minutes. Et normalement, quand ça coupe, je suis déjà en train de compter 1 à 5 pour sortir. Donc, oui, donc pour moi, c'est effectivement entre 12 et 13 minutes. Et c'est plus lent, normalement, c'est parce que je commence justement à flotter en tête. Ouais. Bah, tu sais qu'en ce moment, je suis en train de beaucoup faire un travail en auto-hypnose avec un œil ouvert. Je fais tout mon boulot avec, tu vois, je reste comme ça. Et je vois si. C'est original. Ouais, alors, je le fais justement pour quand je fais des auto-hypnoses longues, pour éviter de complètement partir. Et je sais, dès que je vois plus rien, ça veut dire que c'est out. Mais j'ai constaté que ça développait beaucoup l'aspect kinesthésique. C'est-à-dire que depuis que je travaille comme ça, j'ai une amplification des sensations et de la réponse à mes suggestions kinesthésiquement parlant. Donc, un œil fermé, un œil ouvert, pas complètement, mais mi-fermé. Je sais exactement maintenant à peu près où j'en suis au niveau de mes trans. Si les deux se ferment, c'est que ça veut dire que je me coupe à quelque chose et donc là, il faut que j'émerge rapidement. En tout cas, que je remonte de ma transe. Mais je trouve que depuis que je travaille comme ça, à cette façon-là, j'ai des réponses kinesthésiques qui sont énormément développées. Est-ce que c'est parce que je sature un petit peu, vu que je suis pas en vision, je suis en vision périphérique avec l'œil qui est là? Est-ce que ça crée une saturation, ce qui crée aussi une saturation du corps? Je ne sais pas, ou une ouverture à l'écoute du corps.
Mais en tout cas, je trouve ça intéressant. C'est quelque chose que je teste depuis quelques semaines et où je trouve les résultats vraiment, vraiment intéressants. Toi, je reprenais plusieurs éléments et de l'auto-hypnose et de la méthode Silva, et notamment dans la méthode Silva où on dit dans Silva in Business, quand on est avec du monde et qu'on a besoin de programmer ou de faire quelque chose, ou même de faire une communication subjective quand on parle à la personne, on se met dans cette alpha, mais les yeux ouverts. On reviendra dessus parce que là, il précise bien pourquoi les yeux fermés. Et d'ailleurs, il y a des courbes à la fin qui sont là. Voilà. Bon, ça, tu les connais, je crois que tu me les avais déjà montrées. Les courbes quand on ferme les yeux, quand on a les yeux ouverts, quand on ferme les yeux. Oui. Et où on voit que ça va plus vite pour aller en alpha quand on ferme les yeux, plutôt qu'avec les yeux ouverts, etc. etc. Il est vraiment sympa ce petit guide. Oui, alors un élément que j'ai trouvé sympa, ce qu'il appelle les facteurs de succès. Donc, la santé, avoir peu d'accidents, avoir de la chance, apprendre rapidement, avoir une bonne mémoire, bien dormir, des prédispositions à s'auto-guérir, en tout cas à garder une bonne santé, s'ajuster facilement à l'environnement et aux circonstances, facilement se réveiller quand on est assoupi, prendre des bonnes décisions et avoir des bonnes intuitions et développer les intuitions. Donc pour lui, ça, c'est les facteurs de succès. Bon, après, il décrit un petit peu plus. Intéressant. Tu sais, je me demande si Dr. Richard Wiseman, qui a écrit un livre en anglais traduit en français. En français, c'est justement Votre capitale chance. Et il a aussi nommé 4 facteurs de chance. Et j'ai toujours remarqué que ce sont des facteurs sur lesquels on concentre dans la méthode Silva. Mais ils sont tous là-dedans. Hein? Oui. Je me demande si jamais il a fait la méthode Silva lui-même. Ouais, à voir. Je sais que là, j'ai une amie qui l'a acheté, le bouquin, elle l'a trouvé très bien, le bouquin de Wiseman. Oui. Alors, attends, justement, dans le facteur numéro 6, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai souligné quelque chose. Ok. Ouais. Alors, ça j'ai trouvé que c'était intéressant. Dans la capacité à s'ajuster et à s'adapter, il dit la faculté de programmation de l'être humain signifie que c'est une capacité, une habilité à altérer l'état de la matière. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez amusant comme perception des choses. Et là, on revient un petit peu au 303, cette notion de rapport à la matière, que ce soit métaux, que ce soit bois, que ce soit donc organique ou non organique, etc. Je trouve que c'est amusant cette notion de l'association entre la programmation, faculté de programmation, et l'habilité à altérer les états de la matière. States of matter. C'est intéressant comme sémantique. Bon, après, il fait plein de parallèles avec le créateur, mais c'est notre intelligence humaine que d'avoir la faculté de programmation qui nous permet de programmer toute chose sur la planète. Et alors ça, j'aimais bien parce qu'un petit peu en amont, il disait le règne animal ou le règne minéral ou végétal n'ont pas la capacité à programmer. Une des différences que lui va faire et qui va donner la spécificité de l'intelligence humaine, c'est notre capacité à programmer toute chose, que ce soit minéral, organique, que ce soit humain, que ce soit une idée, une volonté, une intention, etc. Et que ça, la capacité de programmation, tu vois, je trouve qu'il le met vraiment en avant, la capacité à programmer. Jusqu'à présent, souvent, tu vois, on utilisait, pour moi, j'avais l'écho de on programme quelque chose, on programme pour quelqu'un, on programme pour un rendez-vous, on programme pour quelque chose. Là, ce que j'aime bien en tout cas, ce que je ressens en lisant le bouquin, c'est cette notion que la programmation, la faculté de programmation fait partie de l'intelligence à exploiter de l'être humain. Toi, c'est pas juste je programme parce que ça fait partie
on va dire, d'un processus que j'ai appris dans la méthode ou d'un outil, mais ça fait partie de quelque chose de bien plus profond qui fait partie d'un petit peu de la to-do list de l'être humain, tu vois. Et tu programmeras, tu feras du bien au monde et tu programmeras. C'est comme si dans l'ouvrage, j'ai l'impression qu'il appuyait sur cette notion et cette faculté. Toi, le mot faculté, je trouve qu'il est pertinent. C'est une compétence qu'on a, c'est une capacité qu'on a de programmer. Comment toi, tu le perçois justement quand toi, tu utilises assez fréquemment ce mot-là, vous allez programmer pour une personne ou pour un examen ou pour une situation. Est-ce que tu as la même perception que moi de se dire c'est quelque chose de vraiment important, la programmation, et pas simplement un outil technique, ou tu le vois justement que comme un outil technique? Ah, pour vrai dire, j'ai jamais classifié comme ça, mais quand tu me demandes, c'est clair pour moi, programmer, c'est aussi important qu'être en alpha. Parce que, Ah ouais. oui, parce que ce n'est pas une technique telle quelle. Le miroir de l'esprit, c'est une technique, ou bien une grande technique en fait, qui te montre comment mieux programmer. Mais je crois que programmer, c'est vraiment essentiel à la méthode Silva et donc essentiel à l'être humain. Ah ouais, tu vois, moi ça, je ne l'avais pas perçu comme ça. C'est en lisant, en voyant comment il appuyait sur cette notion-là, tu vois, de dire c'est la faculté de programmation. C'est d'un coup, pour moi, on est sorti du principe de vous allez programmer, mais vous allez exploiter votre capacité à programmer. Tu vois, c'est comme s'il y a quelque chose qui était en train de devenir plus. Ouais, tu vois, j'allais réutiliser le mot organique, plus organique, quelque chose qui fait partie de nous et qui est une possibilité, une capacité qu'on a, comme aller en alpha, tu vois, mais ça devient une capacité, non pas une technique. Alors que jusqu'à présent, moi, je l'avais plutôt perçu comme étant une technique. Bah, tu programmes tu utilises telle ou telle notion, et je me demande comment, ça va être intéressant le retour des certifiés, de voir eux comment ils perçoivent la notion de programmation. Et la méthode Sylvain, c'est le contrôle mental. Mais comment est-ce qu'on exerce ce contrôle? Okay? Ouais. On programme ses propres états de conscience, on programme des événements, on programme. Pour moi, programmer, c'est tellement vaste, ça ne peut pas être inclus simplement dans une technique. Ah ouais, alors que moi, tu vois, quand tu me dis ça, pour moi, on maîtrise c'est la notion de maîtrise des pensées qui amène la méthode. Mais je le mets pas dans le programme. Tu vois, jusqu'à présent, je mettais vraiment une espèce de. La programmation fait partie d'un outil. Tu vois, c'est comme me lever. Je vais me programmer pour me réveiller demain matin. Tu vois, c'est la programmation du réveil. Oui. Mais je n'ai pas mis la programmation comme une faculté. Je l'ai mise comme la conséquence d'être en alpha et de me suggérer quelque chose. OK. Et pour toi, contrôle, c'est une faculté? Contrôle, c'est une faculté. Ouais, maîtriser ses pensées, c'est une faculté. Ouais. Mais c'est une faculté, c'est une capacité qu'on a et qu'on va développer. Parce que du tout, on programme le réveil, on programme pour s'endormir. Mais en fait, la technique, le titre officiel, c'est contrôle du sommeil, contrôle du réveil. Et finalement, je trouve que quand on commence à se rendre compte qu'on peut programmer, on arrive vraiment à contrôler sa vie plutôt d'être victime. Et c'est ça qui m'a impressionné beaucoup, que dans n'importe quelle situation on se trouve, on n'est plus obligé de dire « je ne peux rien faire, je suis victime des circonstances ». Au moins, je peux programmer. Mais tu vois, je ne suis pas 100% certaine de ce qui va être le résultat final. Au moins, je peux faire quelque chose, même si c'est mon mental. Mais exactement, mais c'est là où je trouve que c'est intéressant. Je trouve que programmer, si je le prends comme compétence, capacité, faculté, je trouve que ça assouplit un peu l'idée de contrôle / maîtrise, tu vois. C'est au moins je tente d'être proactif dans quelque chose et
il y a une espèce de notion que je trouve un peu plus souple. Après, là, ça va être intéressant d'avoir les retours de tout à chacun. On va faire notre petite pause parce que je vois qu'on a déjà dépassé. Et on va revenir sur ça juste après. Donc, si vous avez des questions à remarquer, surtout là sur la notion de programmation, moi, ça m'intéresse. N'hésitez pas à faire vos retours, à nous dire ce qui est pour vous programme. Est-ce que pour vous, jusqu'à présent, c'était, ou pour vous, c'est une technique, je programme quelque chose, donc je fais une technique de programmation, ou est-ce que la programmation est une faculté, c'est-à-dire une capacité que vous êtes en train de développer, comme, et Lille a fait le bon parallèle, contrôle-maîtrise. Dites-nous, ça va nous intéresser dans les commentaires. Si vous avez des questions, des remarques, bien sûr, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. À tout de suite.